Bonjour et bienvenue à bord du podcast Éco ou Business. Je suis Émilie, votre pilote, accompagnée de ma copilote Noémie et de mon équipage de bord, Loïs, Reine, Asile et Marik. Oui, j'aimerais bien qu'on parle des classes sociales parce que j'ai remarqué que dans les médias, on parle beaucoup de la discrimination de genre, de la sexualité, etc. Mais rarement qu'on parle de la discrimination sociale. C'est comme si c'est un sujet qui est mis de côté alors que c'est un sujet qu'on parle depuis des siècles. On a vu avec Karl Marx etc. que c'est un sujet qui était vraiment au sein des thèmes de sociologie. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on en parle aussi d'un point de vue psychologie parce qu'on a remarqué que pendant le Covid, etc., on a vraiment remarqué que les classes sociales, ça a vraiment prouvé qu'il y a vraiment une différence entre les pauvres et les riches et que c'est les conséquences qui étaient venues, qu'on a vues, qu'on a remarquées suite au Covid, c'était pas vraiment à cause de Covid, mais à cause de différents économiques et moyens que les personnes ils ont eu à ce moment-là. Alors justement, pour essayer de comprendre un petit peu comment les classes sociales, elles peuvent influencer notre psychologie, je pense que c'est intéressant de faire un parallèle avec les classes dans les avions, donc la classe business et la classe éco. On voit bien que en classe business, tu es beaucoup plus privilégié, tu es dans ton petit cocon parce que tu as ton propre siège, les sièges sont beaucoup plus on va dire, avancés technologiquement parlant. T'as un menu sympa, etc. Et puis les hôtesses, elles sont beaucoup plus attentionnées avec toi. Alors que dans la classe sociale, dans la classe éco, tu dépends beaucoup plus des autres parce que t'es beaucoup plus proche des autres. Si tu dois aller aux toilettes, faut que t'enjambes tout le monde. T'as l'autre qui peut ronfler à côté de toi, etc. Et puis t'as moins de choix au niveau du menu, blablabla. Effectivement, c'est totalement ça qui se passe dans la vraie vie, donc avec les classes sociales. En fait, les individus qui vivent dans des classes défavorisées, ils vont vivre dans des environnements qui seront plus insécures, où il y aura moins de ressources financières, avec des fluctuations dans leur emploi, etc. Et du coup, ça va faire qu'ils auront un moindre contrôle sur ce qu'ils peuvent faire, leurs possibilités. Et, ils ont moins de choix. Ouais, totalement, c'est ça. Et du coup, en fait, ils vont développer un soi qui est indépendant, interdépendant. Et donc en fait, ça veut dire qu'ils vont beaucoup plus être tournés vers les autres. Ils vont beaucoup plus faire attention aux autres. C'est ça que ça veut dire, je pense, interdépendant. Ouais, c'est totalement ça. Et du coup, dans la classe sociale favorisée... du coup, là, c'est complètement l'inverse. Puisque comme ils vont avoir des ressources... beaucoup plus élevés, ils vont pouvoir en fait avoir le choix de ce qu'ils veulent faire. Et ils ont le temps, l'argent, exactement, la possibilité en fait de choisir ce qu'ils veulent faire et de se concentrer sur eux-mêmes en fait. Et du coup, ils sont beaucoup plus dans une indépendance envers eux-mêmes. Ouais. Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qui est super connue et qui illustre bien ce phénomène d'indépendance et d'interdépendance. En fait, cette étude, elle consiste à montrer 5 stylos à des personnes. Et en fait, il y en avait, parmi ces 5 stylos, 2 qui étaient de la même couleur et les 3 autres, c'était d'une autre couleur. Et en fait, les personnes qui sont dans le milieu, du coup, défavorisé, elles ont plus tendance à prendre le stylo qui est de la couleur majoritaire. Tandis que les personnes qui étaient dans un milieu plus favorisé, elles avaient tendance à prendre un stylo de la couleur minoritaire. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on trouve un peu dans la vie générale. En fait, quand tu es d'une classe sociale favorisée et que tu as le temps de penser à toi, etc., on te pousse à être quelqu'un d'unique, d'autonome et à vraiment faire en sorte de te démarquer des autres. Par exemple, il y a la culture la plus flagrante, c'est par exemple les Américains. Et de l'autre côté, dans les classes défavorisées, on ne te pousse pas à être une personne unique, etc. Et donc, c'est pour ça que tu vas plus prendre le stylo de la couleur majoritaire. Pour être comme tout le monde. Voilà, exactement. Parce que ça a sûrement des effets bénéfiques d'ailleurs dans leur environnement d'être plus proches et à ressembler en fait aux autres. Parce que comme leur milieu est incertain en fait, c'est probablement plus bénéfique pour eux, quoi. Autre influence des classes sociales sur la psychologie, c'est par exemple l'attention. Quand tu es d'une classe sociale élevée, tu vas orienter ton attention sur toi. Du coup, c'est ce qu'on disait. Et quand tu es d'une classe sociale défavorisée, tu vas tourner ton attention sur les autres. Et ça va se voir, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner ?
t'es à la bibliothèque, t'es en train de réviser. C'est un peu schématique, mais voilà. Si t'es d'une classe défavorisée et qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui marchent autour de toi, tu vas être plus facilement attiré par les autres qui bougent. Ceci explique cela, quoi. Voilà. Pour moi, en tout cas. Et du coup, si t'es d'une classe sociale favorisée, tu vas plus facilement pouvoir te concentrer sur toi parce que t'en as rien à faire, en fait, des autres, entre guillemets, tu vois. Voilà. Et Tu as raison. Non, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, dans notre point de vue, on peut dire que, par exemple, que les personnes qui viennent de classes inférieures, ben, ils vont plus attribuer. Ils vont, en fait, ils voient les choses dans un point de vue plutôt contextuel que les personnes qui viennent de classe supérieure. Un exemple, avec les questions pourquoi il y a des riches et pourquoi il y a des pauvres, ben, par exemple, les personnes qui viennent des classes inférieures, ils ont plus tendance à dire que, ben, en fait, si la personne elle est trop riche parce que son contexte a fait que, par exemple, c'est l'héritage, des trucs comme ça, alors qu'une personne qui vient des classes plutôt supérieures, ils vont dire parce que si la personne elle est riche, ben, la réponse ça va être plutôt parce que la personne elle travaille beaucoup, elle est intelligente, elle a su faire des études, etc., etc. Et donc, si t'es de basse classe sociale, ils vont dire c'est parce que t'as pas fait assez d'efforts, parce que tu travailles pas assez, etc. Exactement, exactement. Et c'est en fait, dans un autre point de vue aussi, c'est comme tu as dit par rapport à l'attention, c'est aussi l'altruisme. On dit que, par exemple, les personnes qui sont dans les classes inférieures, ben, ils ont plus une dépendance économique, ben, ils ont plus tendance à donner de l'argent, de la charité, faire des dons, etc. Alors que les personnes qui ont de classes supérieures, ils ont plus tendance à faire des dons, mais c'est plutôt pour l'environnement. Ils ont plus tendance à privilégier leurs propres besoins parce qu'ils ils ont pas besoin de voir une dépendance économique. Et d'ailleurs, ces différences de ressources, elles influencent aussi la manière d'être heureux. Parce qu'il y a des études qui disent que plus tu es dans une classe favorisée, plus tu es heureux. Mais c'est pas vrai en fait, parce que L'argent ne fait pas le bonheur. exactement, parce qu'en fait, on oublie de distinguer satisfaction de vie en général et bonheur vécu au quotidien. Et en effet, la satisfaction de vie la satisfaction de la vie en général, elle est liée à la classe sociale et au revenu, mais pas le bonheur vécu au quotidien. Et du coup, en fait, en fonction de la classe, tu as des émotions positives différentes. Par exemple, si tu es de classe sociale favorisée, tu vas ressentir de la fierté, du contentement, de l'amusement. Au final, des émotions qui sont orientées vers le soi, vers soi-même, parce que tu as assez de ressources dans l'environnement, tu n'es pas menacé, du coup, tu peux être tourné vers toi. Alors que les classes sociales défavorisées vont ressentir plus de l'amour et de la compassion, des émotions qui vont permettre la création de liens harmonieux au final, parce que vu qu'elles sont plus menacées par un manque de ressources, elles ont besoin de ces liens et du coup, elles ont des émotions différentes des autres classes. Et au final, en fait, c'est juste l'adaptation à l'environnement et juste chacun a sa manière d'être heureux, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a des chercheurs qui se sont demandé si les différentes classes sociales ont des opinions différentes sur le contrôle de leur vie et si ça a un impact sur leur santé. Et bien en fait, oui. Genre, par exemple, ceux avec moins d'argent pensent avoir moins de contrôle. Mais même parmi ces gens-là, il y en a qui ressentent un certain contrôle de leur vie. Mais comment ça se fait, vous diriez-vous? Et bien en fait, les études suggèrent que le sentiment de contrôle est bénéfique pour tout le monde et ça améliore le bonheur et la santé mentale. Mais ça semble être encore plus important pour les personnes à faible revenu. Genre, ça marche comme une protection comme ça. Et du coup, pour les gens qui sont riches, même si elles se sentent bien, ça n'a pas le même impact que pour les gens pauvres. Et aussi, on ne sait pas trop quel serait l'impact pour les gens très pauvres, parce que les études ont principalement examiné des groupes qui n'étaient pas les plus démunis. En plus de ça, on peut développer le fait que les classes sociales organisent un peu la société, du coup, parce que les classes sociales favorisées, elles vont souvent se retrouver au sommet des processus politiques, par exemple. Et donc, c'est elles qui vont définir les codes, en fait, qui vont refléter les statuts sociaux. Et en fait, inconsciemment, les classes sociales défavorisées, elles vont se retrouver exclues de la société. Et d'ailleurs, il y a une psychologue sociale qui a démontré ça par une théorie, la théorie sur les réponses aux pauvres. Cette théorie, elle dit que la réponse dominante face aux personnes pauvres, c'est la distanciation, l'exclusion, la séparation.
Et en fait, cette distanciation, plus le fait que les personnes défavorisées ne savent pas satisfaire leurs besoins par des manques de ressources, etc., c'est aussi une source de souffrance psychologique et physique pour ces personnes-là. Après tout ce long discours qui explique le pourquoi et le comment, bah non, en fait, c'est moi qui vais expliquer le pourquoi et le comment. Je vais vous donner des solutions, en tout cas, ce qui est pour l'instant mis dans la littérature. Tout ça, enfin, les inégalités peuvent être à peu près expliquées par 3 modèles. Les 2 premiers, c'est le modèle individuel et le modèle structurel. Le 3e, c'est le modèle socio-culturel du comportement, un peu long. Mais donc le modèle individuel, c'est le modèle qui va plus se baser sur le soi, la personnalité et tout ça, alors que le modèle structurel va plus se baser sur l'environnement, d'où tu viens, etc. Et le modèle socioculturel, en fait, il rassemble les deux parce que il sert en fait à se baser sur la personne avant tout et ce qui la pousse en fait à faire certains choix ou à faire certains comportements parce que on peut pas juste prendre le modèle individuel ou le modèle structurel et juste émettre des conclusions comme dire que c'est à cause de ma personnalité ou c'est à cause de l'endroit où je vis qui cause tout ça. Non, genre c'est vraiment qui tu es qui te pousse à faire certaines choses et pour comprendre les inégalités, on doit comprendre la personne en elle-même. En gros, le comportement de quelqu'un, c'est expliqué par la personne et par son environnement, c'est ça? Effectivement, ma très chère amie. Donc, pour expliquer tout cela, pour l'exemplifier, il y a eu une étude sur un programme qui s'appelait DARE. Et donc, ce programme-là, il servait en fait à expliquer aux élèves comment résister aux drogues. Et donc, ce programme-là, on a mené une étude, pas nous, bien entendu, mais il y a eu des études qui ont été menées sur ce programme-là. Et donc, ils ont découvert qu'en fait, au niveau du long terme, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, comme j'ai dit auparavant, ça ne tient en compte que des attributs individuels de la personne et que donc, ils se disaient que forcément, si ils disaient que tout le monde avait la même manière en fait de réagir aux drogues et tout le monde avait exactement la même relation par rapport aux drogues, alors que c'est complètement faux. L'autre problème est le fait qu'ils n'ont pas tenu en compte le contexte socioculturel des personnes. Donc, le fait qu'une personne aura moins de moyens, aura un panel de comportements moindre par rapport à une personne, on va dire, plus riche, et donc qu'une personne plus pauvre sera plus susceptible d'avoir accès aux drogues. Et ça, justement, c'est expliqué par le modèle socioculturel. Le modèle socioculturel explique le fait que les personnes de différentes classes sociales auront une manière différente en fait de comprendre la signification de la drogue et auront une autre manière de l'éviter. Et donc, voilà. Par exemple, une personne qui vit dans un environnement plus pauvre aura une relation différente à la drogue et donc pour certaines personnes, prendre de la drogue pour eux, ça sera une manière d'échapper à la réalité. Donc espérer que d'enseigner les mêmes comportements au groupe va faciliter le fait de dire non aux drogues pour tous, c'est complètement faux. Donc ce modèle-là permettra d'avoir une nouvelle manière d'intervenir au sein des classes sociales. Bref, en gros, tout ça pour dire que la classe sociale, elle doit être prise comme un contexte qu'elle influence le cognitif, l'affectif, l'émotionnel et même la santé. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un agréable vol au bord du podcast Éco ou Business. Merci à vous.